Merci à Serge, merci à chacun, chacune d'entre vous. Je voudrais évidemment saluer les parlementaires qui sont ici, ils sont nombreux, les sénateurs, députés. Merci d'être ici, merci surtout aux intervenants. Vous verrez, nous avons essayé de prendre les meilleurs. Il y a eu un pépin, et je voudrais qu'on pense à lui, c'est Mohamed Louisi qui nous a appelé hier. Il a un gros souci de santé, mais il sera bien remplacé tout à l'heure par M. Chaeb qui viendra, qui arrive de Rome d'ailleurs, pour le remplacer presque au pied comme vous pouvez l'imaginer. Alors, entre Serge et Louis-Marie, notre délégué général, l'un m'a dit mais il faut parler 20-25 minutes et maintenant il faut parler 10 minutes, donc ça tombe bien. J'adapterai mon propos à, comment dirais-je, à la durée qu'on va me donner. C'est un sujet difficile qu'on a choisi d'aborder, mais c'est un sujet important et que nous entendons aborder avec la marque de force républicaine qui est à la fois de prendre les choses par le haut et de prendre chaque sujet, même quand ils peuvent être polémiques, à la fois par la détermination et par la sérénité. C'est notre marque, et j'y tiens beaucoup. Et si nous avions pris le sujet Islam et la République, les relations entre l'islam et la République, c'est pour deux raisons. Une raison qui tient à l'actualité, qui tient au président de la République, parce que je pense qu'il y a un angle mort du macronisme sur cette question. Il y a un doute qu'il renforce lui-même quand il remet à 100 fois, pratiquement qu'il repousse 100 fois le grand discours sur la laïcité qu'il nous a promis depuis des mois, lorsqu'il intervient à la tribune du Congrès américain en louant, cher Mathieu Bock-Côté, les avantages du multiculturalisme. Et moi je pense, je le dirai tout à l'heure si j'en ai le temps, que le multiculturalisme n'est pas compatible avec le principe de laïcité à la française. Et quand on entend ces lieutenants, on est édifié, si j'ose dire. Quand vous entendez M. Castaner, j'en prends qu'un parce que je pourrais même prendre le Premier ministre. M. Castaner, qui compare les fichus de nos grands-mères aux voiles islamiques, pardonnez-moi, il se trompe. Donc ça, c'était une première raison. Je tenais à ce que Force républicaine, comme nous l'avions fait sur l'Europe, nous avons été les premiers à défricher et à mettre sur la table du débat public 30 propositions. Je voulais que cette question importante, nous soyons aussi les premiers à les mettre, si j'ose dire, dans le débat public, quitte à ce que nous prenions nous-mêmes des risques. La deuxième raison, c'est la réalité. Ce sont les études, les livres sortis par d'excellents universitaires, Anne Muxel récemment, évidemment, l'étude de Montaigne, vous vous souvenez tous de ce chiffre. Je ne prends pas l'échantillon des jeunes qui professent la foi musulmane, mais de l'ensemble de l'échantillon. Et l'Institut Montaigne, Hakim El-Karoui, qui n'est pas suspect, si j'ose dire, d'être répulsif vis-à-vis, bien sûr, de l'islam, 28% de ses compatriotes qui placent la charia avant même et au-dessus des lois de la République. Et ça, c'est un souci parce que ça dessine un territoire mental que tous les prédicateurs mal intentionnés adoreraient, bien sûr, labourer, mais ça nous lance à nous un défi précisément de cette relation qui est importante à construire, à solidifier entre l'islam et la République, parce que l'islamisme a pour projet de placer la loi religieuse au-dessus de la loi civile. Et ça n'est pas compatible, cette chose-là, avec ce que nous sommes, avec nos propres valeurs. Et il faut le combattre résolument, le nommer et le combattre, cet islamisme, dans toute sa radicalité, sous toutes ses formes, dans toutes ses déclinations. Mais pour le combattre, il faut le définir et il faut aussi écarter les mauvaises pistes. Les fausses pistes, il y en a deux, il y en a plusieurs, qui sont autant de dénégations du phénomène. La première, c'est l'explication psychiatrique. Ce sont des fous. Ce sont des dingues. Des gens qui sont dérangés. Ça ne tient pas et ça ne résiste pas à l'analyse. Seconde explication, pour n'en donner que deux, l'explication sociale. C'est la souffrance sociale qui explique que certains sont poussés à ces extrémités. Et bien sûr qu'il y a des prédicateurs qui sont et qui travaillent chaque jour à islamiser la souffrance sociale, évidemment. Mais cette
explication est celle aussi de ceux que j'appelle, de toute la noria que j'appelle les islamo-gauchistes, et qui considèrent que désormais, le musulman, c'est devenu la figure du damné de la terre. C'est une sorte de substitut au prolétaire. Mais vous savez qu'une des premières voix, vous en connaissez le nom, qui a propagé ce genre de thèse, c'est Tariq Ramadan. On sait désormais en France et malheureusement à l'étranger, sur un échantillon extrêmement large de terroristes, que ces parcours-là n'ont rien à voir avec cette explication sociologique, en tout cas avec cette explication qui passe par la question sociale. Encore une fois, et je le dis de la façon la plus nette, l'extrémisme islamiste, le frérot-salafisme, la radicalité, de ce point de vue-là, n'est pas une pathologie, c'est une idéologie. Et c'est même une idéologie totalitaire quand on retient la définition qu'avait Hannah Arendt du totalitarisme. Que disait Hannah Arendt? Le totalitarisme, c'est la fusion de l'idéologie et de la terreur. Eh bien, nous y sommes. Et tant qu'on n'a pas compris ce phénomène, cette réalité, on n'a rien compris. Et on ne peut pas combattre. Et si on veut, demain, une relation apaisée entre l'islam et la République, il faut bien sûr expurger et combattre de façon extrêmement ferme cet islam politique, cet islamisme, par tous les moyens, militaires bien sûr, judiciaires, policiers. Je ne reviens pas sur un certain nombre de mesures qu'il faut prendre ou qu'il faudrait prendre. Simplement, ce que je dis, c'est que dans une démocratie, la force de conviction des citoyens est un rempart, bien souvent, aussi fort que les arsenaux militaires, policiers ou judiciaires. Et que c'est aussi en réaffirmant ce que nous sommes, nos valeurs, que nous lutterons contre cet extrémisme. N'oubliez jamais, puisque nous allons arriver au 14 juillet, si il est arrivé à Nice un 14 juillet, ce qui est arrivé, ça n'est pas par hasard. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'était la République qui était visée. Et ces gens-là nous visent pour ce que nous sommes, pour nos valeurs. Et c'est donc en réaffirmant ce que nous sommes qu'on peut aussi les combattre. Et ce que nous sommes, mes chers amis, et ce qu'est la France essentiellement, elle est autre chose, mais si j'essaie de synthétiser, c'est trois choses. Nous sommes une nation civique, nous sommes une république laïque, et nous sommes aussi un État de droit. Très rapidement. D'abord, je commence par l'État de droit. Faut-il, et c'est la question, aménager notre État de droit pour lutter contre cette radicalité? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, et j'y reviendrai, on toucherait à la loi 1905. Je pense qu'il ne faut absolument pas y toucher, toute la loi 1905, rien que la loi 1905, mais il ne faut pas y toucher, et souvent François Fillon l'a rappelé d'ailleurs. Certains voudraient mettre des contraintes, imposer des contraintes à l'islam, mais vous ne pouvez pas mettre des contraintes à une religion sans les mettre sur d'autres religions. Et pourquoi faire payer à d'autres religions la radicalité dont elles ne sont absolument pas à l'origine? C'est profondément injuste. Et je pense que ce serait bien sûr dangereux. Je pense que atteindre notre état de droit, ce serait aussi inutile. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous avons des textes, mais nous n'avons pas le courage de les appliquer. Les Français pensent que la loi résout tout. Eh bien, moi, je vous dis qui suis législateur, devant des législateurs, que la loi ne peut pas tout résoudre et que vous pouvez avoir les plus beaux textes. S'il manque la fermeté, la volonté et le courage, les textes ne sont rien. Et par ailleurs, ce serait dangereux d'atteindre notre état de droit parce qu'on a des instruments qui existent. Pourquoi? Parce que j'ai entendu un jour une proposition qui consistait à interdire le salafisme. Évidemment, nous n'y parviendrons pas. On peut contrer les manifestations du salafisme. Mais pourquoi ne pas mobiliser l'arsenal que nous avons de lutte contre les sectes, qui est un arsenal, croyez-moi, extrêmement rigoureux, pour justement essayer de contrecarrer ce type d'idéologie? Voilà ce que je veux dire. S'il faut aménager, c'est une discussion que j'ai avec nos amis juristes. Bien sûr, depuis que nous sommes sortis de l'état d'urgence, on a du mal, c'est plus difficile de fermer des mosquées où on professe la haine. S'il faut adapter le droit, on l'adapte bien sûr. Mais j'ai remarqué qu'il y a un article 35 de la loi de 1905 qui nous permettrait, en l'utilisant, il est tombé en désuétude,
de fermer plus facilement des lieux de culte qui n'ont de lieu de culte que le nom, mais qui sont des lieux où on profère la haine. Donc l'état de droit. Nous sommes aussi une république et une république laïque. Question, faut-il adoucir, assouplir le principe de laïcité à la française? Eh bien non. Non parce que, et c'est la position que je soutiendrai, que je soutiens, je pense pour ma part, que institutionnaliser, c'est-à-dire que l'État se mêle de trop près d'une institutionnalisation de l'islam de France. Je comprends bien, c'est pour sortir de l'islam en France. Mais je pense que cette idée-là est une idée qui nous mène tout droit sur des accommodements déraisonnables, et c'est une idée qui va nous mener à ce que l'État se mêle d'un domaine dans lequel il n'a pas à entrer. Pour moi, c'est important parce qu'on passerait d'une sorte de devoir d'indifférence de la République vis-à-vis des religions à une sorte d'exigence, d'ingérence qui serait insupportable. Évidemment, faisons-y attention. Et je pense qu'il faut éviter l'islam concordataire, au sens historique du terme, où l'État aménagerait cette religion avec des assouplissements de la loi de 1901, ce qui est pour moi inacceptable, tout comme il faut éviter l'islam consulaire, qui est un islam sous influence de puissances étrangères. La laïcité à la française, c'est un principe qui est très simple. J'avance, mon cher, j'avance. La laïcité à la française, c'est un régime de séparation. Ça n'est pas un régime de confusion. Séparation, ça veut dire du politique et du religieux. Ça signifie la neutralité de l'État. Et je pense que l'État ne peut pas organiser l'islam de France dans la mesure où l'islam sunnite, 9 musulmans français sur 10, professent le sunnisme, qui ne reconnaît ni hiérarchie ni église. Regardez ce qu'a fait le CFCM. Je pense qu'on peut parfaitement, en revanche, avoir une instance de dialogue, et je pense que l'initiative qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, est une bonne initiative. Je pense que cette instance de dialogue, il faut la décentraliser au niveau départemental pour diversifier les interlocuteurs, pour sortir des sentiers battus des grandes mosquées, voilà, pour renouveler aussi nos interlocuteurs. Je pense que c'est fondamental. Ça signifie par exemple que je ne vois pas l'État organiser une université de théologie à Strasbourg. Mais de quoi se mêle-t-on? De toute façon, ce sera l'échec, puisque nos compatriotes musulmans totalement paisibles se plieront à ce genre de choses et les autres y résisteront. Donc on sera au point de départ alors qu'on aura atteint ce régime de séparation. Séparation du religieux du politique, séparation du privé et du public. Ça, c'est une autre définition que Jean-Yves Schuttel m'a souvent rappelée. Je suis sûr que dans vos esprits, la définition que vous avez de la laïcité à la française, c'est la neutralité de l'État. Articles 1 et 2 notamment de la loi de 1905. Mais en réalité, il y a une autre définition qui vaut pour l'État pour la première, la deuxième vaut pour chaque citoyen. Elle vaut pour vous, que vous soyez non-croyant, juif, chrétien ou musulman. Aucun citoyen français ne peut se prévaloir de sa croyance pour échapper à la règle commune. Eh bien, cette définition-là, cette seconde définition de la laïcité, elle nous suffit dans toute sa rigueur. Simplement, il faut la faire respecter dans l'espace public. Moi, je suis pour un renforcement du texte contre la burqa. Mais je pense qu'à l'école, il ne peut pas y avoir de menu halal. Il peut y avoir un menu végétarien pour qu'il y ait un choix. Mais le menu n'est pas dicté par des prescriptions religieuses. Il ne peut pas avoir de changement de calendrier parce qu'on a aussi des racines qui sont judéo-chrétiennes. Il ne peut pas non plus y avoir un certain nombre d'aménagements, d'accommodements sur un certain nombre de points, y compris dans l'entreprise. La loi El Khomri prévoit des dispositifs pour que les règlements puissent faire respecter dans l'entreprise la laïcité. Bref, cette seconde définition de la laïcité, elle pose une frontière qui est importante. Et enfin, l'autre séparation, c'est le culturel du cultuel. Je sens bien les questions qu'on peut me poser. Oui, mais Bruno Retailleau, c'est votre département, la Vendée, la crèche quand même dans le département. Bah oui, bien sûr. Parce qu'on a toujours une crèche dans le hall du département. Parce que c'est culturel. Le Conseil d'État l'a rappelé. Si c'est d'ordre culturel et si c'est quelque chose de traditionnel, c'est tout à fait possible. Parce que notre civilisation, elle est de marque chrétienne. De même que nous portons l'éclairage des Lumières, de Rome, d'Athènes aussi. Et donc, il n'y a aucune contradiction
Parce que la laïcité, pour moi, c'est aussi cette séparation entre le cultuel et le culturel. Voilà, et pour le troisième point qui est important, la nation civique, autant je pense que le principe de laïcité, c'est le principe de séparation, autant je pense qu'une nation civique, c'est le principe d'assimilation, d'intégration forte. Et je vais vous dire pourquoi je préfère le mot assimilation. Je sais qu'on ne le prononce plus. Tout simplement parce que je pense qu'il n'est pas question d'autre chose que d'assimiler des valeurs. La liberté de conscience, croire ou ne pas croire, changer de religion, l'égalité entre les hommes et les femmes, une fraternité qui ne se réduit pas à une fraternité religieuse, mais qui est une fraternité civique, une amitié civique, comme l'a dit un jour Pierre Manant, comme il l'a aussi écrit. Or, je pense qu'on n'intègre pas des valeurs, je pense qu'on assimile des valeurs. C'est la raison pour laquelle, oui, je prononce le mot d'assimilation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de valeurs et de les assimiler. Simplement, on ne peut les assimiler qu'à 3 conditions. 1, condition politique, en renonçant au multiculturalisme. Ce que pour le moment, notre président de la République n'a pas fait. Parce que le multiculturalisme, en réalité, nous fait entrer dans un engrenage où, à force de jouer le jeu de la diversité, on est très vite conduit à faire le jeu de la radicalité. Parce que, sous prétexte de proclamer l'accueil de l'autre, on a consciencieusement, en Occident, on s'est consciencieusement vidé de ce que nous étions, pour que l'autre fasse toute sa place. Mais quand on accueille des migrants, ils viennent dans un monde qui est plein, qui n'est pas vide, autant le dire. Et encore une fois, le multiculturalisme est une juxtaposition d'identité et ne peut conduire à terme qu'à une société multiconflictuelle. La deuxième condition en même temps, si j'ose dire, c'est que c'est une condition intellectuelle, je passerai vite, c'est le relativisme. Fondamentalement, c'est ma conviction, c'est même une certitude. La société du « c'est mon choix », c'est une proie facile pour la radicalité, très facile. Parce que si vous posez le principe que tout se vaut, comment expliquez-vous, la fois d'après, comment voulez-vous dire que les valeurs de la République, elles sont supérieures à celles de la charia? Si vous dites tout se vaut, ça veut dire que finalement rien ne vaut. Et vous êtes conduit à un nihilisme. Et c'est dans le vide produit par ce nihilisme que le tout du totalitarisme islamiste est entré. Je me souviens d'une phrase de bon sens qu'une rescapée de Saint-Étienne de Rouvray avait prononcée. Elle avait dit, vous savez, dans une tête vide, on peut y faire entrer n'importe quoi. Là est le problème. Le relativisme pousse à ce vide. Et la troisième condition est une condition démographique. Je n'y reviens pas. Nous avons un excellent spécialiste, François-Noël Buffet, qui nous a fait un superbe texte au Sénat sur le texte asile, immigration. Il faut, selon ses propres mots, recevoir moins, accueillir mieux. C'est une évidence. Il y a un seuil que les sociétés ne peuvent absorber. Et aujourd'hui, le flux d'immigration est en train de menacer de disloquer l'ordre. Voilà ce que je voulais dire. Je conclus en étant très simple. Écoutez-moi bien parce que je tiens à ces propos. Ne nous trompons ni d'adversaire ni de combat. Notre adversaire, l'adversaire de la République, ça n'est pas la religion. Ça n'est pas non plus nos amis compatriotes musulmans. Ça n'est pas l'islam. C'est l'islam politique. Et notre combat, ça n'est pas de bricoler un islam de France, parce que ce sera l'échec et ce sera dangereux, parce que nous tournerons le dos à nos grands principes fondateurs, nos principes républicains. Je pense qu'il s'agit simplement de dire à tous nos compatriotes, y compris bien sûr à nos compatriotes musulmans, que la France, c'est à la fois un héritage et un projet. Et que, évidemment, ils sont appelés à part entière à cet héritage et à ce projet. Et que la République, bien entendu, a le devoir de leur garantir cette place, mais à la condition, à la contrepartie, si j'ose dire, qu'ils en assument aussi les valeurs. Je pense que dès lors que nous retrouverons le sens profond de ce contrat, de cette amitié civique, nous nous retrouverons nous-mêmes, comme citoyens d'abord, sans préjugés ni de nos origines, ni bien sûr de nos croyances. Et ne dites jamais qu'il est trop tard, parce que quand il s'agit de la France, il n'est jamais trop tard. Merci de votre attention.